Bien, je crois qu'on pourrait, pour commencer, préciser un petit peu le contexte social, sociologique et historique général dans lequel s'inscrit cette réflexion métaphysique, parce que ce contexte est en réalité fondamentalement ce qui motive cette réflexion. Je veux dire que l'illusion qui aliène aujourd'hui l'homme moderne a pris la forme d'une religion idolâtre, celle du fétichisme de la marchandise. Et c'est Marx qui l'analyse, qui en a inauguré l'analyse dans le premier livre du Capital. Donc au milieu du XIXe siècle. Elle est renforcée, cette illusion, renforcée par les moyens médiatiques qui l'ont transformée en une société du spectacle, pour parler comme Guy Debord. Si les moyens mobilisés sont nouveaux, la conscience de vivre dans une condition humaine diminuée ou mutilée est au moins aussi ancienne que les traditions métaphysiciennes du soupçon, remontant aux Upanishads, à la Grèce de Platon ou aux pratiques divinatoires de la Chine du Yi Jing. Donc je ne réserverai pas le concept de soupçon, je ne qualifierai pas simplement Marx, Freud et Nietzsche de penseurs du soupçon, mais je crois que toute la métaphysique peut être qualifiée comme telle. Je reprends ce concept à Paul Ricoeur, évidemment. Il y a longtemps, donc, que nous sommes prévenus contre l'ignorance métaphysique. Voilà, c'est cela que je veux dire. C'est-à-dire, nous sommes prévenus du fait que le réel n'est pas ce qu'il prétend être dans la représentation que les hommes se font de lui. Le concept contemporain de spectacle reconnaît de loin en loin le fait que nous sommes dans une théâtralisation du monde, orchestrée par des marionnettistes. Le concept contemporain de spectacle reconduit chez Guy Debord, je crois, reconduit de loin en loin la méditation platonicienne du théâtre de marionnettes, du livre 7 de la République, et traduit en termes sociologiques le fond du concept religieux de fétichisme par lequel Marx a analysé et dénoncé le stade ultime de l'illusion capitaliste, et il l'a dénoncé comme règne inversé de la communion en consommation, comme règne de la marchandise, comme aliénation des hommes par un monde de choses qui ont gagné en valeur marchande ce qu'elles ont perdu de présence. Nous ne vivons plus dans un monde de choses, nous vivons dans un monde de choses et nous ne vivons plus dans un monde de présence. Comme dans un rêve délavé, où les choses ont justement perdu leur présence, un rêve délavé sous l'effet de l'opium. Tout ce qui était directement vécu, dit Marx, s'est éloigné dans une représentation. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le monde a cessé d'émerveiller le travailleur consommateur que nous sommes devenus, qui ne lit plus le monde comme une icône de l'infini dans le fini, mais ce monde est devenu pour lui fascinant, obnubilant, hypnotique et menaçant comme une idole. Il rétrécit et sidère son regard asphyxié par l'impuissance réelle de sa toute-puissance fantasmée. Il rabougrit ce monde, il rabougrit notre désir d'infini dans une désolation angoissée. Si la modernité avait d'abord désenchanté le monde, comment la désenvoûter maintenant ? Comment la désenvoûter maintenant de cet ensorcellement capitaliste de la marchandise ? Je crois que c'est là, fondamentalement, la question
historique qui motive ces essais de métaphysique. Le spectacle de la modernité ne désigne évidemment pas seulement le marché du divertissement culturel. Comme Guy Debord l'a montré, c'est un fait social total, et plus exactement un fait magique total. Un processus d'envoûtement totalitaire par lequel les porte-valises de la dictature mondiale de la marchandise et leurs employés d'écriture actualisent les nécessités objectives de la crise du capital. En accomplissant, avec le consentement mou de peuples endormis, ensommeillés, la réification de l'humain lui-même en simulacre technomarchand. Ça va jusque-là. Et ce simulacre est figuré à présent dans le projet transhumaniste du cyborg, porté par Davos et par Klaus Schwab en premier lieu, bien évidemment. C'est parce que le caractère à la fois utopique et cauchemardesque de cette religion qui plonge ses racines dans la révolution néolithique de la valeur d'échange se poursuit tragiquement dans la domination réalisée de la marchandise par les élites mondialisées, par ce qu'on pourrait appeler, avec Huntington, la superclasse mondiale, ou la caste, puisque c'est une société dans la société qui a un fonctionnement héréditaire. Sur ces questions, je reviendrai sans doute. Superclasse mondiale ou supercaste mondiale. Donc c'est parce que le caractère à la fois utopique et cauchemardesque de cette religion se poursuit tragiquement aujourd'hui dans la domination réalisée de la marchandise que le besoin de liberté qui motive nos rêves individuels et collectifs mérite d'être interrogé à nouveau. Il ne suffit plus de mettre à jour les secrets du processus capitaliste à l'œuvre dans la société. Bon, plus de 150 ans de marxisme n'y ont pas suffi, hein. Mais il faudra comprendre les logiques de raisonnement et mettre en œuvre les voies pratiques pour chacun d'entre nous, des voies pratiques d'un retour à l'expérience de l'absolu. En tout cas pour ceux qui en sentent le besoin. Et je crois que c'est à cela que le détour par l'Orient de l'Inde et de la Chine, pourra nous être utile. C'est la raison pour laquelle ma réflexion sur la métaphysique ne se borne pas à un dialogue avec les grands auteurs de notre tradition occidentale, d'Aristote à Heidegger, en passant par Kant, mais nécessitera un détour par l'Orient, de l'Inde et de la Chine, par Shankara, Zhuangzi et quelques autres. Bien, les trois grands régimes de vérité que nous allons analyser, décrire dans leurs grands traits, proposent une réponse dialectique à la question de la connaissance du réel. Il ne suffit pas de dénoncer les techniques savantes d'ingénierie sociale, si vous voulez, pour sortir du cauchemar dans lequel nous sommes. Il ne suffit pas de dénoncer ces techniques d'ingénierie sociale qui ont servi l'objectif d'une manipulation magique du rêve collectif, théorisé dès le XXe siècle, théorisé dès le XIXe siècle, et poursuivi au cours du XXe siècle, donc depuis Frédéric Leplay au XIXe, jusqu'à Walter Lippmann, Edward Bernays. Il ne suffit pas de déplorer qu'elles aient aussi réussi à pirater la liberté humaine, de regretter qu'elles aient contribué à ringardiser, folkloriser, muséifier ou éteindre, grâce aux intellectuels organiques de la caste ou de la classe dominante, les braises encore fumantes de la philosophia perennis que Leibniz s'efforçait de
de préserver les bûchers naissants du tribunal critique de la raison moderne, contre les organes officiels de production de savoir légitime. Mais il faut au moins essayer de donner ou de redonner vie à cette philosophia perennis, c'est-à-dire d'en discuter la consistance théorique, si elle en a une, et d'en éprouver l'utilité pratique, si nous lui en trouvons une. C'est évidemment l'hypothèse fondamentale que je fais ici. C'est le projet d'une métaphysique expérimentale comme connaissance libératrice.